Oui, on peut parler de boulot, de management, de meeting sur les réseaux sociaux sans être chiant. C'est en tout cas le pari qu'a réussi Welcome to the Jungle en devenant le média quand on parle de travail sur les plateformes sociales. Dans cet épisode, j'ai la chance de recevoir Mélissa Lambert qui est la Social Media Manager de Welcome to the Jungle. On fait à peu près 400 contenus sur nos réseaux sociaux tous les mois. Et Welcome sur les plateformes, c'est un véritable carton. 266 000 followers sur Instagram, 206 000 sur TikTok et près d'1 million sur LinkedIn. Une de nos vidéos les plus vues sur TikTok qui fait quasiment 2 millions de vues, c'est quelqu'un qui parle de comportements toxiques de managers et qui donne des conseils à la base aux managers. Je l'ai interrogée sur le business model de Welcome to the Jungle. Elle m'a expliqué comment la marque arrivait à être à la fois un média et un business. Un des très bons exemples qu'on peut donner, c'est l'entretien d'embauche d'Artus qu'on a fait avant la sortie de son film. Donc le carton du film, ça fait que la vidéo a cartonné. Ensemble, on a passé en revue les plateformes social media de la marque, Instagram, TikTok et LinkedIn. Et sur LinkedIn, justement, Welcome to the Jungle, c'est un cas d'école. Mélissa nous a expliqué comment ils ont utilisé leur stratégie newsletter LinkedIn pour cartonner leurs audiences. Cet épisode est un véritable banger. Je suis persuadé qu'il pourra nourrir votre vision. Très belle écoute tout le monde. Ciao. C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast. Bonjour Mélissa, je suis très heureux de t'accueillir dans le Super Délit. Écoute, je suis super contente d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis une auditrice du podcast depuis des années, comme ça fait des années que je travaille dans le milieu. Donc, en vrai, je me sens hyper honorée d'être là et trop contente de partager un petit peu les secrets de la stratégie social media de Welcome. Cet épisode, on va se régaler. Alors déjà, je te remercie d'être là. Je te remercie d'être venu nous voir jusqu'à Lyon. Tu t'es arrivé de Paris, c'est ça ? Ouais, ce matin. Okay. Mais c'est sympa parce que moi, ça me permet de revenir sur Lyon, que je connais très bien, puisque j'ai fait une grande partie de mes études ici jusqu'à la fac, avant de migrer à Paris, parce que c'est là qu'on trouvait les boulots, en fait, tout simplement. Donc ça me fait l'occasion de revenir et pourquoi pas de revoir des potes, si j'ai le temps, en fonction de est-ce que la discussion est plus ou moins longue ou pas. Ouais, non, tu peux annuler parce qu'on va avoir vraiment beaucoup de choses à se dire. Je vais te garder très longtemps, Mélissa, parce que j'ai vraiment beaucoup de sujets dont j'aimerais qu'on parle. J'aimerais déjà qu'on parle un peu business, que tu nous expliques Welcome to the Jungle. C'est une entreprise qui a fait le choix de se transformer en média pour émerger, commercialiser aussi son offre. Et ça m'intéresse beaucoup. Je veux qu'on prenne un moment pour en parler. Il va falloir aussi que tu me parles évidemment de production de contenu, de ligne éditoriale, de tonalité de marque, parce que là aussi il y a eu un énorme travail fait par Welcome to the Jungle. J'ai très envie que tu nous racontes comment vous avez cartonné TikTok, parce que là aussi, je disais 200 000 et quelques abonnés sur TikTok, donc bravo. Et puis qu'on discute, tiens, pourquoi pas, du carton énorme que vous faites du côté de LinkedIn, notamment de cette newsletter LinkedIn. Je suis très intrigué, donc il y a beaucoup de choses dont je souhaite qu'on parle. Pas mal de sujets, ouais. Est-ce que ça te va comme programme ? Carrément. Bon, hyper riche, effectivement, je pense que je peux annuler tous mes verres que j'avais prévus après. Voilà, allez, c'est parti. Déjà, explique-nous un peu, pour ceux qui connaissent, parce que finalement, ce nom, Welcome to the Jungle, je pense que celles et ceux qui nous écoutent le connaissent, mais c'est pas forcément très clair. C'est quoi exactement Welcome to the Jungle ? J'ai appris au fil du temps aussi à essayer d'être hyper concise quand je le décris, parce que c'était pas facile pour moi non plus quand je suis arrivée. Mais en fait, nous, Welcome, on est à la fois un job board et un média. Et notre objectif au global, que ce soit avec le job board, le média ou les solutions qu'on vend aux entreprises, c'est de réinventer un petit peu le rapport que les gens ont avec leur travail. Donc on a d'un côté effectivement cette activité business dont on va parler ensemble plus en détail tout à l'heure. Donc on a le job board pour les candidats. En fait, nous, notre business model, c'est qu'on vend des pages entreprises aux entreprises qui souhaitent recruter sur notre plateforme. Et notre spécificité, en fait, c'est qu'on va créer du contenu visuel pour les entreprises. Donc on va tourner des vidéos. On a plein de formats disponibles et d'ailleurs on utilise beaucoup les talents qu'on a en interne et la créativité qu'il y a en interne pour réinventer un petit peu ces formats et pas tomber dans l'écueil du justement c'est un peu tout le temps la même chose qu'on voit sur les pages. Donc on propose aux entreprises cette visibilité-là et cette création de contenu. Et de l'autre côté, on a le job board auquel tout un chacun peut accéder et chercher parmi les milliers d'offres d'emploi qu'il va pouvoir trouver sur la plateforme. Et à côté de ça, on a notre média, qu'effectivement tu l'as hyper bien décrit. Notre objectif, c'est de pouvoir parler de tous les sujets qui touchent au travail, du moment où on démarre sa carrière jusqu'à l'instant où on la termine. En gros, on veut vraiment que ça couvre tous les sujets possibles et que ce soit hyper large, et le faire sans être chiant.
sans donner des trucs, sans donner de conseils qu'on peut retrouver un peu de partout. On a une rédac de gens qui sont hyper talentueux, qui connaissent très très bien leur sujet, et je pense que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui sur le marché français. En fait, c'est ce média-là qui existe depuis très longtemps, et donc nous au social media, on est hyper fiers, que ce soit moi ou mon équipe, parce que je suis pas toute seule, hein, tu parlais de la femme de l'ombre, mais bien entendu il y a toute une équipe derrière, de contribuer à la visibilité de ces contenus. Et donc vous avez fait très tôt ce pari du marketing de contenu, hein, comme on dit, proposer des formats, du contenu pour accroître la notoriété, la préférence de la marque Welcome to the Jungle. Dans votre cas, on peut même dire que vous êtes effectivement allé un cran plus loin, parce que vous avez réellement créé un média, hein, donc c'est plus que juste nourrir un petit blog et faire un livre blanc. Là, il y a un investissement en temps, en humain et en budget, hein, qui est considérable, et à la clé, il y a un vrai média, Welcome to the Jungle. Il y a évidemment, ça se passe évidemment sur le site internet, hein, donc là où on a beaucoup de ressources, beaucoup de contenus qui sont accessibles librement, et ça se passe aussi et surtout sur les réseaux sociaux, hein, que c'est là qu'on trouve vraiment la dynamique média. À quoi ça sert pour un service comme Welcome to the Jungle d'avoir développé un média? Quel est réellement le fond de l'objectif? Tu as répondu en partie à la question en parlant de visibilité, de notoriété. Je pense que ça, c'est un des objectifs principaux du média. Et il y a un enjeu aussi d'expertise, en fait, tout simplement. Je crois que l'objectif de départ, c'est aussi de montrer qu'on a une vraie expertise sur le monde du travail. Parce que je pense que quand on lance une boîte sur le marché français, dans le monde des RH, et qu'on s'appelle Welcome to the Jungle, il y a pas mal de sourcils qui se haussent un petit peu en mode « mais c'est quoi tout ce beans ?» Et que derrière, le contenu et le fait d'avoir investi dans du contenu de qualité avec une vraie rédaction, tu vois, de journalistes derrière, c'est venu apporter justement et valider cette expertise pour nous rendre crédibles auprès d'abord des RH qui sont nombreux à nous connaître à travers nos contenus, donc qui retrouvent sur les réseaux sociaux bien entendu, mais pas que, et aussi auprès des candidats qui en fait quand ils vont faire des recherches au moment de leur recherche d'emploi, de leur parcours, on va dire sur le net quand ils recherchent leur emploi, vont tomber sur nos articles conseils, et les travailleurs aussi d'ailleurs qui vont se sentir pris en considération à travers un peu tous nos contenus. Donc le côté on apporte de l'expertise et de la légitimité, pour moi c'est pas que auprès de la cible de RH, c'est vraiment auprès de tous les travailleurs et donc les potentiels utilisateurs futurs ou actuels de Welcome. Oui, si je comprends bien, vous avez une obligation d'être une sorte de tiers de confiance, ou en tout cas l'expert qui rassemble et qui permet aux candidats et aux entreprises de se retrouver en un lieu qui est un job board, hein. Donc c'est vrai que vous avez besoin de parler en plus à ces deux personas-là. Explique-nous comment elle s'organise aujourd'hui, l'équipe dédiée au social. Tu as lâché les gros mots, hein, tout de suite, journaliste. Raconte-nous un peu comment ça marche, l'organisation de cette équipe, que ce soit social media ou peut-être éditorial. Comment vous organisez ? Alors c'est un vrai et vaste sujet. Il faut savoir qu'on est une quarantaine de personnes aujourd'hui à créer du contenu chez Welcome, donc sur tous les formats, donc écrit mais aussi vidéo. On a, là je parle des journalistes, on a aussi dans cette équipe une quarantaine de personnes, on a des personnes à la prod et post-prod de vidéos, on a la chance d'avoir ces talents en interne, et donc on a l'équipe social media. Donc nous on travaille avec l'équipe média, c'est une des spécificités je pense de Welcome, c'est qu'on n'est pas là, nous, aujourd'hui en tout cas, pour servir des objectifs marketing, de génération de leads, etc. On a une équipe marketing, grosse marketing qui s'en occupe. Nous on est là pour donner de la visibilité à la marque à travers les contenus du média. Donc on a en fait notre rédaction qui fonctionne en conférence de rédac assez classique, où ils vont choisir leur sujet une fois par semaine en fonction de nos cibles. En gros, on a deux audiences principales, B2C, donc en fait les travailleurs candidats qui sont en recherche d'emploi ou futurs candidats qui un jour auront envie de rechercher un emploi, pourquoi pas sur Welcome to the Jungle, et de l'autre la cible B2B, donc là plutôt des RH, des managers, des décideurs qui eux seront les utilisateurs, on va dire, de la partie solution de Welcome, donc les pages entreprises, etc. Donc on a les conférences de rédaction pendant lesquelles on décide des sujets en fonction de l'actualité, des tendances qu'on a pu voir passer sur les réseaux sociaux. Et après, on va avoir du coup, dans un deuxième temps, la création de ces contenus, donc avec nos journalistes écrits qui vont rédiger les articles, nos journalistes vidéo qui vont écrire puis ensuite produire les vidéos avec l'équipe prod, post-prod. On travaille aussi parfois avec des freelances sur la création de contenu parce que ça fait quand même beaucoup de contenu tout ça. On est sur entre 30 et 50 nouveaux articles écrits par mois. On est sur 8 à 12 vidéos longues. Et je ne compte pas du coup les déclinaisons courtes, on en parlera peut-être plus tard sur la stratégie de diffusion
par mois. Donc c'est pas mal, ça fait pas mal de contenu tout ça. 40 personnes dédiées au branding de Welcome to the Jungle. Parce que tu m'as dit, votre objectif de ce groupe de 40 personnes, éditorial, social media, c'est pas la grosse. C'est pas d'attirer des clients, c'est de travailler sur la noto de la marque, son positionnement. C'est énorme, 40 personnes. Ouais, moi, c'est je vois énorme. à titre de comparaison, nous, agence Supernatif, on est 35 personnes. On a déjà l'impression d'être une jolie agence. 40 personnes, c'est faramineux. Ouais, non, mais j'en ai bien conscience. En plus, moi aussi, je travaillais en agence avant de travailler chez Welcome. Donc, quand on m'a dit, à l'époque, on n'était pas 40, mais quand je suis arrivée, on était quand même une vingtaine, si je dis pas de bêtises, à l'équipe contenu. Je trouvais ça absolument démentiel. C'était incroyable. Enfin, c'était un luxe aussi. Et ça reste un luxe, en fait, de pouvoir avoir autant de talents créatifs qui soient réunis, en fait, autour d'un même objectif. Même à titre de comparaison, pardon, excuse-moi, j'ai reçu Tataki ici. Tu connais, média suisse. Voilà, très bonne interview du boss éditorial de Tataki à écouter sur le Super Daily. Ils sont 25. Donc les gars, effectivement, vous avez une très grosse équipe, mais c'est ce qui explique aussi que vous pouvez vous permettre d'avoir cette force de frappe, cette force de visibilité qui est imparable. Tu parlais des personas, j'aimerais bien en tout cas de vos cibles, j'aimerais qu'on parle du sujet des personas. C'est vrai, souvent, nous-mêmes, ici au micro du Super Daily, on parle de ces personas sans rentrer dans trop de détails sur comment on les fabrique, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer ces cibles-là, à quoi elles ressemblent chez vous? Est-ce qu'elles sont formalisées? Est-ce que vous les avez punaisées au-dessus des bureaux des équipes social media en disant c'est à eux qu'on parle, les gars? Et est-ce que vous rentrez dans des détails sur la physionomie de ces personnes cibles? Bah non, pas vraiment, en fait. Donc, on a une idée de qui sont nos personnes cibles, notamment pour la partie job board et candidats. Mais c'est assez large quand même. On n'est pas non plus sur une persona très déterminée. En fait, je sais qu'il existe des personas plus déterminés, mais qu'on utilise plutôt pour la partie internationale, dont moi, je m'occupe moins, puisqu'on est en train de réfléchir à se lancer... on construit la stratégie pour se lancer à l'international, pardon. Donc là-dessus, on a des personas très déterminés qui vont justement déterminer la typologie de contenu que l'équipe US dédiée aux US va rédiger. Pour la France, on est un peu plus généraliste et en fait, je crois que ça a été aussi un de nos partis pris aux social media notamment, c'est de vouloir viser très large, justement pour construire une notoriété très large de Welcome et on a après de l'autre côté une équipe notamment grosse marketing qui va être sur des campagnes beaucoup plus ciblées. On a une équipe qui s'occupe aussi des contenus gaieté, donc des e-books notamment à destination de la cible B2B où eux ils vont avoir des idées beaucoup plus spécifiques des contenus qu'ils produisent en fonction des cibles. Nous au social media en vrai, on vise très large. Top of funnel, très entonnoir, ouvert. Exactement. Et c'est aussi pour ça qu'on a d'aussi larges communautés, en fait. Parce que si on était vraiment beaucoup plus restrictif, ou en tout cas sélectif sur nos critères, on n'en serait pas là, je pense, au niveau des audiences. Mais nous, assez vite, ça a été un pari qu'on a fait. Même dans les sujets, on va réfléchir B2B, B2C, mais ça reste assez large parce qu'on estime aussi que c'est des contenus qui peuvent parler à tout le monde. Et tu vois, on parle de contenu B2B, mais en fait, n'importe qui, même s'il n'est pas RH ou manager, peut être intéressé par un de nos contenus et un de nos articles qui va parler du management parce que ça va lui rappeler une expérience passée, parce que dans un futur, il se projette peut-être sur un poste de manager ou sur un poste de RH, parce que ça va lui expliquer, ça va lui donner un peu plus de billes sur comment fonctionnent les RH par exemple. Donc même si on a cette approche nous à la création du contenu, en fait le sujet du travail c'est quelque chose qui rassemble un peu tout le monde et donc en fait c'est pour ça qu'on est très large dans la prod de contenu et dans la diffusion. Ouais, c'est intéressant ce choix que vous avez fait de all-in sur le branding et sur le top of funnel, donc d'avoir finalement une prise de parole très mainstream si je puis dire. Ouais. Quel conseil, toi, tu donnerais aujourd'hui à une marque qui souhaite développer sa dynamique média? Est-ce que c'est ça le bon angle? Ou est-ce que ça, tu peux te le permettre quand tu as une force de frappe magnifique? Parce que je vais te donner... Alors, je vais partir de mon cas. Donc nous, Supernatif Agence, on a le Super Daily qui est notre média, modestement. C'est notre média. Par contre, on a... travailler des personas sur ce média. Mais on sait qu'on veut parler à une typologie très précise de gens qui travaillent dans le social media, comme toi. Voilà. Ouais. Et on y parvient plutôt pas mal. Mais parfois, on fait des tentatives d'élargir notre ligne éditoriale, de mainstreamiser un peu notre point de vue. Mais on a toujours un petit peu un doute là-dessus, de savoir si c'est la bonne idée. Est-ce qu'il faut, au contraire, viser, avoir une stratégie média très très proche de ceux qui potentiellement à un moment donné vont acheter, ou est-ce que au contraire vaut mieux taper très très large en se disant au milieu peut-être que je vais pouvoir attirer l'attention sur mon offre quoi qu'il advienne?
En vrai, je sais pas si je peux donner la bonne ou la mauvaise réponse à cette question, parce que je sais même pas si c'est quelque chose qu'on a encore vraiment tranché chez nous, en fait. Je pense qu'on est resté qu'on est sur cette approche large parce que c'est celle qu'on a pris dès le départ, et c'est comme ça que s'est construit l'équipe éditoriale aussi, qu'elle soit écrite ou vidéo. Et donc en fait, comme ça marchait, si tu veux, on a continué là-dedans, et je pense que c'est un sujet qu'on va aborder tout à l'heure, mais là maintenant, nous, la question qui se pose, c'est on a cette force de frappe là qu'on a construit grâce à cette approche très très large, très très on vise de l'awareness un peu sur toutes nos cibles, en se disant que de toute façon, dans ces cibles, effectivement, il y a celles qu'on veut toucher et qui seront utilisatrices finales de notre solution. Je pense que ça demande... En fait, si on l'a pas fait dès le départ, c'est peut-être parce qu'aussi la vision du produit et de à qui il s'adressait a un peu évolué au départ. On a quand même beaucoup été associés, et je pense qu'on continue à l'être, à des profils très tech, très start-up. Nous, on a quand même envie, je pense, de s'élargir aussi, et on peut trouver d'ailleurs sur notre job board et sur les parties entreprises, des entreprises qui ne sont pas du tout dans ce secteur. Donc, tu vois, on a quand même intérêt aussi à s'élargir. En fait, on n'a pas vraiment répondu à cette question encore aujourd'hui. On continue, ça marche. On a ces audiences-là sur les réseaux sociaux. On a ces audiences-là sur notre site. Et en fait, maintenant, la question, c'est plus comment est-ce qu'on capitalise sur ces audiences pour faire le pont entre nos produits, nos solutions et notre audience hyper large sur les réseaux. Ouais. Ça, on va en reparler, de la partie transformation, on va dire. Ouais. Donc le bas de l'entonnoir, justement. J'ai quelques questions pour toi à ce sujet. Je vais juste continuer sur le sujet éditorial. Tu nous as parlé de conférences de rédaction, Ouais. comme un vrai média, etc. Rapidement, c'est quoi la ligne éditoriale de Welcome to the Jungle ? Moi, quand je suis aujourd'hui sur votre compte Instagram, il y a beaucoup de choses. Il y a une thématique travail avec un T majuscule, mais il y a quand même beaucoup de choses dedans. Ça part un peu dans toutes les directions Ouais. que propose ce sujet. Comment vous organisez cette ligne éditoriale ? Alors la ligne éditoriale, elle est surtout portée au départ par les articles et les vidéos, et en fait c'est très très large, mais volontairement parce que le sujet du travail l'est. Nous en fait notre vocation, ça reste quand même avec les contenus qu'on produit, d'essayer de faire en sorte de réinventer un peu le rapport que les gens ont avec leur travail. J'ai conscience que c'est très large, c'est peut-être un peu conceptuel, mais l'idée en fait c'est de toucher à tous les aspects du travail, de la vie du travailleur, du coup. Donc c'est pour ça que c'est aussi large, puisqu'on va parler des débuts de la carrière au moment où tu es promu manager, on parle au RH, enfin voilà, ça je pense que je l'ai bien dit. Et en fait, on veut le faire d'une façon un peu différenciante, donc on veut éviter d'être trop plat, je sais pas si c'est le bon mot pour le dire, mais on a envie d'apporter une certaine audace. Je pense qu'on a des angles sur certains sujets que n'ont pas d'autres acteurs sur le monde du travail, et en fait on veut amener les gens à se questionner sur leur rapport au travail, être au clair sur ce qu'ils mettent derrière, les ambitions qu'ils peuvent avoir, sur le type de travail auquel ils aspirent, le type de carrière à laquelle ils vont aspirer. Donc je pense que si on repart de la base, c'est vraiment ça, amener les gens à réinventer un peu leur rapport au travail, que ce soit d'ailleurs côté entreprise ou travailleurs. On parle beaucoup des travailleurs, mais on a aussi, je pense, vocation à inspirer les entreprises avec nos contenus qui ont pour vocation de leur faire découvrir des pratiques, des façons de travailler qui changent peut-être un petit peu de ce qu'ils ont l'habitude de voir ou de faire. Est-ce que vous avez organisé cette ligne éditoriale avec des piliers de contenu ? C'est-à-dire on a des sujets, on a une récurrence et on fait en sorte de panacher cette récurrence de thématiques pour pas avoir des boulevards où pendant un mois on va parler de santé mentale au travail et puis ensuite le handicap pendant un nouveau au travail pendant un mois. Comment est-ce que vous organisez cette granularité-là et ce niveau de détail en fait ? On va avoir quelques temps forts dans l'année où on sait qu'il va y avoir un peu des marronniers, typiquement autour de la rentrée, autour de la fin d'année avec les entretiens annuels et donc tout ce qui va être les questions de la préparation, les questions du salaire. Rythmer votre ligne éditoriale, ouais. Exactement. Nous, par exemple, aux réseaux sociaux, on sait que c'est des moments où, par exemple, sur Instagram, on va créer du contenu autour de ça. On va essayer d'avoir des vidéos qui parlent de ces sujets. Après, la chance qu'on a aussi, j'ai envie de dire, c'est que en fait, le travail, c'est un peu du contenu evergreen par essence. Et que tu peux parler un peu de n'importe quel sujet à n'importe quel moment. C'est-à-dire que le sujet du salaire, il est pertinent au moment effectivement des périodes d'entretien annuels, mais en vrai, c'est pertinent aussi toute l'année si tu veux préparer ta demande d'augmentation ou si demain, tu prépares un entretien et tu vas devoir négocier ton salaire.
Et justement, parle-moi de ça, parce qu'effectivement, c'est evergreen, hein, le sujet du travail. Bon, bien sûr, tu as du réglementaire, vous êtes rapidement là-dessus, hein, c'est quand même pas votre cœur de sujet, le méga show. Hein, Non. L'actu pure et dure, ça, il y a les J-France. Ouais. Mais comment est-ce que vous travaillez votre recyclage de contenu ? Parce que j'imagine qu'il y a des sujets, depuis que ce média il existe, dont vous avez déjà parlé 15, 20, 30, 50 fois. Comment est-ce qu'on fait pour les revenir ? Est-ce que vous recyclez certains contenus vidéo que vous remettez en forme ou contenus écrit? Est-ce que le même contenu travaillé en vidéo, vous allez aussi le travailler dans une version écrite ou infographique? Comment ça s'organise? Alors, je parlerai pas au nom de la rédac pour savoir comment est-ce qu'ils se renouvellent sur les sujets du travail, parce que même moi, c'est quelque chose qui m'impressionne depuis 3 ans et demi d'arriver à trouver autant d'angles différents sur un même sujet. Après, pour le social media, nous, la rediffusion, c'est au cœur de notre stratégie. On a pris le parti, ça commence à dater maintenant, mais depuis 2017-2018, d'avoir une stratégie en fait de présence de publishers sur les réseaux sociaux. Donc en fait, on a regardé ce que faisaient des publishers comme Le Monde, Le Figaro, etc. sur leur réseau, et on s'est rendu compte qu'ils publiaient énormément. Et donc, on s'est dit, en fait, on a une bonne base de contenu, qu'aujourd'hui, on est à 4500, 5000 articles, donc ça fait quand même une bonne base de contenu qu'on peut réutiliser. On fait à peu près 400 contenus sur nos réseaux sociaux tous les mois. Effectivement, dans ces 400... 400 tous les mois. À peu près. Wow, il y a quand même, je dirais, 60% de rediffusion. D'accord. Donc là, vous allez piocher dans votre base de ressources, finalement, et est-ce que vous rediffusez tel quel, ou alors est-ce que vous revampez votre contenu? Non, on revamp. Donc, on travaille main dans la main avec l'édito pour notamment mettre à jour quand même les contenus, parce que parfois, tu vas avoir des articles de 2020, 2021, dont le sujet est toujours pertinent, mais dont certains chiffres mériteraient d'être actualisés. Donc, ça, on travaille main dans la main avec eux. On peut aussi challenger un peu le titre. C'est quelque chose qu'on a fait pas mal pour essayer de voir. En plus, non seulement tu le remets à jour, mais essayer de voir si ça booste la performance. On retravaille l'accroche, nous, avec mon équipe. Donc, c'est pas juste on reprend le contenu et on le rediffuse tel quel. On va changer l'approche. On change l'accroche aussi en fonction des réseaux. Et on va aussi un peu adapter nos rediffusions en fonction des réseaux, parce qu'on sait qu'il y a des typologies de contenu qui marchent mieux sur LinkedIn, d'autres qui marchent mieux sur Facebook et d'autres qui marchent mieux sur Instagram. Donc, on part de cette base-là. Et en fait, nous, un article, il est publié à l'instant T, mais en vrai, il peut être republié sur une période de 2 ou 3 ans. Enfin, il y a des articles qui étaient déjà écrits quand je suis arrivée, qu'on continue de rediffuser sur plein de formes différentes, mais qui continuent en fait de faire du trafic et de bien fonctionner, parce que le sujet est toujours hyper pertinent. Donc là, tu me parles côté site web, les articles. On reparlera d'ailleurs de LinkedIn, qui aujourd'hui, vous utilisez vraiment comme un pourvoyeur de trafic vers ce site web. Ouais. Sur Instagram, sur TikTok, là, la stratégie, elle est très différente. Vous avez une stratégie de médias natifs sur ces plateformes-là. Donc j'imagine pareil qu'un sujet qui marche bien en digital sur votre site web depuis 2-3 ans, vous allez le réadapter dans un format adapté à Instagram. C'est ça ? Ouais, complètement. C'est exactement comme ça qu'on travaille sur Instagram. On regarde en fait, on pioche parmi tous nos contenus. Alors là, je parle pour l'instant que des articles, mais on reviendra aux vidéos, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur le sujet aussi. Mais on regarde toute cette base et on se dit, tiens, qu'est-ce qui est pertinent? Et là, pour nous, ça marche aussi un peu comme le fait la conf de Rédac, alors à une moindre échelle, bien sûr, mais on regarde un peu quels sont les sujets d'actualité, qu'est-ce qui a fonctionné à cette période aussi sur les années précédentes. On essaye de voir s'il y a un peu des patterns de saisonnalité, et on réadapte en fait ce contenu. Et en fait, vraiment, d'un seul article, on va pouvoir faire 3-4 contenus différents sur Instagram, où on va dire des choses un peu différentes. La première fois, ça va être un décryptage. La deuxième fois, ça va être un format article juste pour driver du trafic. Et une troisième fois, ça va être un témoignage avec on isole un extrait d'une interview qui était dans l'article, par exemple. Concrètement, comment est-ce que vous pilotez cette ligne éditoriale? Tu nous parles de 400 contenus mensuels, une équipe de 40 personnes qui doit se synchroniser. C'est quoi? Vous avez un outil pour ça? Ouais, on a pas mal d'outils. Hyper important, c'est les outils de synchro entre l'équipe édito, vidéo et écrite qui produit les contenus, parce que sinon, ça partirait un peu dans tous les sens. Donc on utilise un outil qui s'appelle Monday. Je ne sais pas si certains parmi vous connaissent, mais qui permet à l'équipe édito de nous donner un peu de la visibilité sur les nouveaux contenus qui vont être publiés, que ce soit les vidéos ou les articles. Nous, ça nous permet d'anticiper un petit peu. Après, et moi, ça a été un des premiers gros challenge quand je suis arrivée chez Welcome. J'étais en agence, donc je pense que tout le monde voit bien, mais j'avais l'habitude de faire des calendriers de contenu sur 2 semaines, 1 mois. Je voyais que mes graphistes pour tout créer en avance. Nous, là, c'est l'inverse, puisqu'en fait, tant que l'article ou la vidéo n'est pas en ligne sur le site ou sur notre drive partagé, je ne peux pas publier, je ne peux pas inventer de contenu, donc il n'y a pas du tout d'anticipation.
Tu veux dire que tu es en flux continu H24 pour 400 Ouais. contenus mensuels? Ouais, T'arrives à pas quasiment. devenir Alors, folle? ça c'est j'y arrive. La preuve, je suis toujours là 3 ans et demi Parce après, et je travaille avec la même CM depuis 2 ans Ok. et demi. Donc ça marche. Mais parce que enfin ça c'est pour la partie article, et donc sur Facebook, LinkedIn et Twitter, on a un process maintenant qui est assez bien rodé. On prend du temps pour travailler les rediffusions de notre côté. Donc en fait, on travaille avec Buffer. Je sais pas si Ouais, pas bien mal sûr. connaissent, mais hyper pratique nous pour notre usage, parce que tu peux programmer assez facilement ton Donc contenu. là, vous programmez des posts qui renvoient vers le média en ligne, vers le Exactement. site web. Ça, c'est- Exactement. Donc ça, d'accord. c'est une première partie. Donc on le travaille sans l'édito globalement. Donc c'est vraiment sur la partie rediff. Et pour la partie diffusion des nouveaux contenus, dès que ça sort sur le site, on le programme et on le met en ligne sur Buffer. Et je précise aussi qu'on arrive à faire tout ça quand même tout en étant à la semaine de 4 jours. Et que ça marche très bien. Comme quoi, regardez, Comme elle quoi, nous donne une leçon. exactement. C'est pas pour donner une leçon aux gens justement, mais c'est pour dire que on a la bonne organisation pour, et aussi parce que juste pardon, je Vas-y, t'ai coupé, continue. mais je t'en prie. c'est aussi parce que l'équipe éditoriale vidéo article est très au fait de comment on travaille et de la réactivité qui est possible d'avoir de notre côté. Donc ils savent typiquement que que s'ils partagent des contenus le vendredi, ces nouveaux contenus ne seront diffusés qu'à partir du lundi sur nos réseaux, et on est absolument tous OK avec ça, quoi. Donc moi j'ai compris toute la partie rediff des contenus site web. Ça me fait pas peur ça. Je veux bien me taper tes 200 programmations dans Buffer, c'est faisable. Je suis plus préoccupé par la partie contenu natif, hein. Donc tout ce qui est Instagram, Ouais. TikTok, éventuellement même YouTube, hein, si on peut parler Ouais. de ça. Comment, là c'est de la vidéo, hein. Donc la vidéo, j'imagine qu'elle part en production chez vous, que c'est peut-être les équipes social media qui en tout cas pilotent aussi cette partie-là. Comment ça marche en fait ça? Alors non, et je pense que c'est le secret, c'est pas nous qui pilotons la partie vidéo. On a vraiment une équipe vidéo dédiée avec des journalistes vidéo et une équipe prod, post-prod. Et en fait, nous, on réceptionne le produit fini. Alors, on participe aussi en partie à la construction en pouvant pitcher des idées, notamment en conf de rédac, mais c'est tout. En fait, on n'a pas. Enfin, on reviendra sur TikTok. Tu disais qu'on en parlerait, mais on reviendra sur TikTok un peu tout à l'heure, où c'est un peu différent. Mais globalement, sur l'ensemble des contenus qui sont diffusés en vidéo sur nos réseaux, c'est géré par l'équipe vidéo qui nous remet le produit un petit peu clé en main. Et donc, la personne qui pilote ça chez nous, Soline, qui fait ça d'une main de maître, d'ailleurs, je le dis, c'est hyper important, elle s'occupe aussi du calendrier de diffusion. Et après, nous, au social media, on va rédiger les accroches et on va s'occuper de la mise en ligne, et on s'occupe après de la partie statistique et analyse. Donc, Mais, si je comprends bien, toi et les équipes social media, vous avez vraiment un travail qui est focus sur le déploiement. Ouais. Et puis ce qu'on va appeler le community management, où moi Ouais. j'intègre dedans le wording, hein, l'écriture des statuts, l'animation des communautés, etc. Exactement. Hein, c'est ça. Ouais, exactement. Ok, donc c'est déjà un gros morceau, hein, 400 contenus à déployer, mais ça me rassure, parce que je me disais comment en plus c'est gère Non, de la ce prod. serait pas possible, sinon. Ok, bon. Comment est-ce que vous adaptez votre planning éditorial d'une plateforme à l'autre? Ça aussi, ça m'intéresse. Il y a donc, on l'a dit, LinkedIn, Facebook et X, sur lequel vous avez une stratégie de contenu Ouais, je continue de dire Twitter, d'ailleurs. La honte. vous avez une stratégie de contenu qui, je l'ai bien compris, est assez similaire, hein, Ouais. qui est de vraiment relayer, d'appuyer la partie site web. Et puis Exactement. vous avez de l'autre côté TikTok, Instagram, YouTube, où là, ce sont des contenus vidéo, bien souvent, et natifs. Comment est-ce que vous adaptez ce planning éditorial? Est-ce que toi, tu fais des choix côté social media? Tu dis, non, ça, c'est sûr que ça marche sur TikTok, je ne le mets pas sur YouTube ou sur Instagram. Ouais, en fait, c'est un peu comme ça que ça marche. Effectivement, tu as très bien résumé en disant que, on va dire, entre guillemets, que d'un côté, il y a Facebook, X et LinkedIn, même si on y diffuse aussi nos vidéos et que ça prend une grosse partie du volume de vues de vidéos, notamment Facebook. Là, l'ajustement chez nous, il va se faire surtout sur le volume de contenu, et on va faire un peu des arbitrages. Notamment sur Facebook, on va pas tout diffuser parce qu'on sait que nos contenus B2B, typiquement, marchent pas très bien sur Facebook. Donc, on va se concentrer sur les contenus qui marchent. On publie un peu moins en volume sur Facebook. En revanche, sur LinkedIn, du coup, il y a adéquation totale entre la plateforme, le travail et notre ligne édito. Donc Non, on sur LinkedIn, diffuse c'est une 100% de nos sauvagerie. contenus. J'y reviendrai. Là. Le volume de publication, je crois que vous publiez 4 à 5 fois par jour sur LinkedIn. C'est plus. Ah, waouh, c'est dingue. Ok. Donc, Mais j'ai des questions pour toi, parce que ça me, très bien. pareil, ça me Pas de tourmente. problème. Et donc ça, c'est d'un côté, avec
effectivement la stratégie vidéo. Et après, il y a Instagram. Donc, il faut savoir que nos contenus vidéo, c'est quand même hyper important. Ils sont cross-postés sur l'ensemble de nos réseaux. Je mets juste YouTube à part. Mais donc, du coup, de Facebook, LinkedIn, Instagram et TikTok. Est-ce que tu as un outil pour ça qui te permet de gagner du temps et de cross-poster partout? Non. Donc tu publies tout. On utilise, donc c'est Manon dans mon équipe qui s'en occupe. On utilise notamment Meta Business Suite où on fait du cross-post sur Facebook et Instagram quand on le peut, notamment sur les Reels. On utilise de plus en plus les Reels sur Facebook. Petite astuce d'ailleurs pour ceux qui ont une stratégie sur Facebook. Ouais, sur les Reels, franchement, depuis 3 mois là, ça porte vraiment nos vues de vidéo. On a des trucs assez ouf. On s'est retrouvé avec un Reels qui faisait 6 millions de vues tout seul. Okay. Sans aucune sponsor, donc là, je pose ça là. Donc Meta Business Suite, là tu envoies Insta, Facebook, tout ce qui est contenu vidéo. Exactement. Après on fait en natif sur LinkedIn, directement sur la plateforme. Et pareil sur TikTok. Alors TikTok on pourrait faire de la programmation, mais on le fait pas parce que en fait l'outil ne permet pas notamment de personnaliser les vignettes quand tu programmes et que du coup, faute de bande passante et avec notre stratégie, du coup on peut pas avoir quelqu'un qui nous prépare les vignettes pour TikTok, pour les programmer, pas encore en tout cas. Donc on le fait à la mano, ce qui fait qu'on a un peu moins de volume aujourd'hui sur TikTok que sur les autres réseaux, puisqu'on va publier quand on est disponible, donc à savoir en gros du lundi au jeudi. Sinon, on pourrait être vraiment mobilisé du lundi au dimanche non-stop. D'accord. Donc là, aujourd'hui, ce schéma de publication, hein, il est toute plateforme confondue, hormis TikTok, il est H24, hein, puisqu'il y a de la programmation. Ouais. Donc tous les jours de la semaine. Ouais, il y a de l'activité tout le temps. Pareil, d'accord. Et sur Instagram aussi, qui est un point un peu particulier, puisque là, nous, on est à 100% aux manettes du compte. Donc, on choisit les contenus articles ou vidéos qui font l'objet de posts natifs. Et on s'occupe de travailler, en fait, main dans la main avec l'équipe créa pour avoir après nos visuels et les programmer aussi. Et là, pour ça, on utilise Later. Pour Insta, ça marche très bien, notamment avec la partie Link in Bio. Qui nous permet de générer un peu de trafic d'Instagram, même si c'est pas le but premier, on s'est rendu compte que ça marchait plutôt pas mal. Donc on travaille avec ça aussi. Qu'est-ce que Later, tu l'utilises comment? Pour travailler un peu ta grille, voir comment les éléments s'enchaînent, ou pour programmer du contenu? Pour programmer la grille, pour voir la grille, et aussi du coup avec l'outil LinkedIn Bio pour faire un peu de trafic. D'accord. Comment est-ce que tu peux rassurer les CM qui nous écoutent et qui flippent à l'idée de se dire non mais moi je peux pas programmer des trucs pour le samedi dimanche quand je travaille pas, je veux être sûr que ça sorte, je veux être sûr qu'il n'y ait pas un bug, je veux être sûr que je lance pas un bad buzz et que je serai pas disponible pour répondre. Comment vous gérez vous ça? On fait très attention à ça, donc on sait un peu dire aujourd'hui quels sont les contenus qui potentiellement peuvent nous valoir un bad buzz. Là typiquement on a sorti un épisode de l'entretien d'embauche avec Nikki Doll, donc qui est une drag queen assez connue. On s'attendait à ce qu'il y ait des commentaires pas très ouf sur les réseaux. Ça, vous l'avez pas mis un samedi, par exemple? On l'a pas mis un samedi. Ouais. Typiquement, ça, on s'arrange avec l'équipe vidéo. On leur dit, on le met un lundi ou un mardi, mais pas plus tard. Parce qu'il faut être là, suivre les conversations. Et exactement. Que ça parce qu'on sait que les vidéos décollent pas tout de suite dans les 24 heures, qu'il peut y avoir 48 heures de battement. Donc, on veut pouvoir être réactif. On sait. Voilà, aujourd'hui, on connaît très bien nos audiences, on sait quels sont les sujets qui peuvent nous valoir potentiellement du bad buzz. Donc ça, en fait, on les programme en début de semaine quand on sait qu'on va pouvoir être là pour gérer. On l'a appris un peu à nos dépens, hein. En fait, un jour, on a publié un reportage sur un maçon transgenre qui nous expliquait qu'il ne trouvait pas de travail. En fait, on a publié ça un jeudi, erreur fatale, puisqu'on a passé notre week-end à faire de la modération sur Facebook, notamment au point qu'on a dû fermer l'espace commentaire. Enfin, on s'est retrouvés avec l'équipe à devoir modérer. Je pense qu'on était à 600 ou 800 commentaires à traiter à la mano, puisqu'on n'a pas d'outils pour ça. Voilà, on a un peu appris de nos erreurs. Oh là là, on casse le matériel. Alors voilà, le studio de Supernatif est tombé à l'instant même. Donc voilà, il y a Jordan qui va venir regarder. Si c'est bon, ça tombe pas plus bas, c'est bon. Ok. Ok. Bon. Petite péripétie du direct. Écoute, voilà, c'est un régal. Clippez-moi ça sur Twitch, je vous en supplie. Tant que c'est pas les lumières qui nous tombent sur la tête, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je reviens à nos affaires. Justement, tu parles de modération. Je viens d'entendre un truc. Comment c'est possible? Vous n'avez pas d'outils. Vous n'avez pas d'outils pour modérer les conversations. Vous avez 6 plateformes sur lesquelles vous êtes massif, avec un volume de publication surréaliste, des audiences hallucinantes, des taux d'engagement qui sont importants. Hein. Notamment sur Instagram, TikTok, y a vraiment beaucoup de conversations. Parfois, des conversations
qu'effectivement il faut surveiller de près. Ouais. C'est quoi combien vous êtes déjà pour gérer cette partie-là? L'équipe social media, en tout, on est 6 et sur la France, pour l'instant, on est 2 à gérer ces contenus-là. On s'en est toujours accommodé. C'est un vrai parti pris qu'on a, en fait. Moi aussi, ça m'a surpris quand je suis arrivée. Pour tout dire, j'étais un peu en panique. Et puis, on m'a expliqué qu'en fait, non, c'était un vrai parti pris parce que, en fait, en tant que publisher, on veut pouvoir laisser la conversation se faire dans les commentaires. On n'a pas de fonctionnalité commentaires sur notre produit, sur le média. Donc, on trouve quand même que c'est intéressant de laisser les gens s'exprimer et donner leur avis et d'avoir cette conversation-là, en mais fait. Ça, tu peux le faire avec un outil tiers aussi. Il permet ouais, bien de sûr. garder la conversation. Bien sûr, mais après, il y a eu des choix budgétaires à faire. Et du coup, c'est vrai que c'était pas prioritaire parce qu'on trouve que ça marche plutôt bien. On regarde les messages privés. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas le meilleur taux de réactivité, mais aujourd'hui, c'est pas un KPI qu'on va surveiller. En revanche, si demain on veut se mettre plus à fond sur l'aspect communautaire justement et développer un peu le lien avec notre audience, c'est sûr qu'il faudra qu'on regarde pour trouver des solutions. Mais jusqu'à présent, on trouvait que ça fonctionnait assez bien. On arrive quand même à créer du lien avec l'audience et on sait identifier les sujets potentiellement problématiques. Ok, là tu me tends une perche sur les KPI. C'est quoi vos KPI côté social media? Qu'est-ce que vous regardez? Du classique, je vais dire. On regarde le reach, la visibilité de nos contenus sur l'ensemble des plateformes, les vues de vidéos, pareil, sur l'ensemble des plateformes. On va regarder le trafic qu'on amène sur le site et on va regarder le volume d'engagement. D'accord, donc le trafic, ça tu regardes côté Google Analytics, j'imagine? On a un outil qui s'appelle Looker, mais c'est le même principe. C'est le même principe, ouais. Donc là ça se passe côté digital, c'est pas nous on fait du social media. On regarde quand même, parce que... Okay. Bah ouais, parce qu'il faut qu'on soit quand même en mesure de dire quels sont les contenus qui, par exemple, tu vois, marchent très bien en termes d'interaction, mais en termes de clics, pas tant que ça, quoi. Okay. Tu vois, c'est des analyses qui sont intéressantes d'avoir et de donner à l'équipe édito quand elle fait, ses choix en fonction de ses différents objectifs aussi, quoi. Ok, allez, j'aimerais qu'on parle ensemble de création de contenu. Voilà, ça nous a donné des volumes qui, moi, m'ont donné le tournis immédiatement. Vous produisez donc beaucoup de contenu, je pense qu'on peut dire ça. Comment allez gérer la création de contenu? Tu m'as dit, vous avez des équipes en interne. Ouais. En gros, est-ce que je peux dire que Welcome to the Jungle, vous avez une content factory? C'est ça aujourd'hui? En plus, dans ces 40 personnes, vous avez, c'est qui les équipes créatives qui produisent? Alors, il y a une partie des 40 personnes qui font partie de ces créateurs de contenu chez nous, puisqu'on a toute l'équipe prod et post-prod à la vidéo. Je ne veux pas dire de bêtises, mais on doit être sur une dizaine de personnes. Désolé si je me trompe un peu de chiffre, mais ouais, monteur, cadreur, motion exactement. Okay. Et après, on a une équipe de design graphique avec qui on va travailler notamment sur nos contenus Instagram et aussi sur la partie vignette YouTube. Ouais, moi, j'ai une question spécifique sur la dimension création de contenu. Je trouve que les contenus que vous produisez sont très léchés. C'est vraiment bien produit, ce sont des belles prods. Et ça va même, je trouve, de mon point de vue, au-delà même de la dimension média. Je pense qu'il y a une vraie dimension créative dans ce que vous essayez d'apporter à cet endroit-là. Est-ce que c'est utile à la commercialisation de votre offre? Est-ce qu'il y a un besoin aussi? Parce que, par ailleurs, je sais que vous commercialisez auprès des entreprises. Vous avez une offre B2B de production de contenu. C'est ce que tu nous disais en introduction. Vous vendez des espaces dans Welcome to the Jungle aux entreprises. Est-ce qu'il y avait besoin, dans l'histoire de Welcome to the Jungle, de montrer qu'on sait produire du beau contenu pour des entreprises? Je pense que c'est ce qui a fait la différence aussi et ce qui nous a permis d'émerger sur le marché. Après, ça vient de... Enfin, tu vois, ça fait partie de l'ADN de Welcome, en fait, je pense, d'avoir des choses qui sont visuellement très propres, très léchées, cet ADN très de qualité de contenu, ça a toujours été. Enfin, moi, je me souviens quand je travaillais en agence, déjà, mes clients, ils regardaient les contenus Welcome. Ouais, grave. Ils benchaient Welcome et on me disait souvent, on voulait faire du Combini. On me demandait de faire des à la Combini, à la Combini, et on me disait de faire à la Welcome aussi. C'était un peu ça les rêves, parce que visuellement et sur la créa, le parti pris créa graphique, c'était hyper fort, quoi. Je pense que nos équipes créa d'ailleurs seront hyper contentes de t'entendre, parce que mais c'est un vrai c'est un vrai truc, tu vois. On a fait développer notre propre police, par exemple, qu'on utilise sur nos contenus. Enfin, je sais pas s'il y a autant d'acteurs qui sont allés aussi loin que nous. Oui, je trouve que sur l'aspect créa, quoi. Ouais, totalement. Et puis il y a aussi ces formats. Vous avez développé des formats vidéo. Je pense notamment à un format qui s'appelle le Lab. Lab Welcome to the Jungle, dans lequel vous faites appel à des experts ou expertes qui viennent parler de sujets très précis, voilà, genre je sais pas, la semaine de 4 jours, les comportements toxiques au travail, etc.
chaque vidéo, elle est incarnée à ce moment-là par une experte ou un expert. Où est-ce que vous les trouvez, ces experts ? Alors le lab, c'est pas que vidéo, c'est vraiment un projet global Welcome, c'est un regroupement d'experts, comme tu le disais, sur le monde du travail, qu'on a sourcé en fait avec la rédac, du coup, qui connaissait des gens, qu'on repère aussi en fonction des sorties de livres, qu'on peut repérer sur les réseaux sociaux, avec qui on prend contact et à qui on propose de créer des contenus pour nous, donc des contenus écrits, et de participer aussi à la création de contenus vidéo. Donc soit on les intègre dans des formats déjà existants, on a des formats conseils, on a des formats les erreurs que je ne ferai plus en tant que, on va les intégrer dedans, ou des formats un peu ad hoc qu'on crée avec eux, comme Psycho Boulot avec Albert Moukébert par exemple. Et c'est ce lab, donc l'accès à ces experts, est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est commercialisé par le Welcome to the Jungle ? Si moi, en entreprise, je me dis, là, il y avait une super experte sur tel sujet, j'ai vu cette vidéo, ça m'a emballé. Est-ce que je l'adresse en direct ou est-ce que vous avez une offre à me proposer ? Non, pas encore. Alors, je sais pas si c'est dans les tuyaux ou pas. J'espère ne pas dire de bêtises. Mais pour l'instant, non, c'est vraiment juste sur la création de contenu. C'est cadeau. Voilà, tu peux remonter avec ça à Paris. Je pense qu'il y a un truc à faire. C'est intéressant. Ok. TikTok. Énorme carton. TikTok, ouais. Welcome to the Jungle. 206 000 abonnés sur la plateforme. J'ai l'impression que c'est vraiment totalement intégré dans votre écosystème social media. Aujourd'hui, TikTok, c'est une pierre angulaire. Pour être honnête, c'est presque une surprise de vous voir cartonner aussi fort sur TikTok avec des sujets aussi sérieux. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est une anomalie ? Je sais pas si c'est une anomalie. J'avoue qu'on a été un peu surpris de l'ampleur que ça a pris tout de suite. Pour refaire très rapidement l'historique, nous on a mis quand même un peu de temps à y aller à l'échelle de l'explosion de TikTok. On est arrivé sur la plateforme en mars 2022. On a pris notre temps parce que, nous, tu vois, dans l'équipe, on était assez convaincus qu'il y avait un vrai potentiel et que ça nous permettrait de toucher une audience de 18-24 ans qu'on n'a pas trop l'habitude de toucher via nos autres contenus sur nos autres canaux, de par aussi l'âge d'utilisation, tu vois, des plateformes comme Facebook, comme Insta, etc. Qu'on voyait l'opportunité. On a juste pris notre temps pour le faire, en attendant d'avoir, je pense, un catalogue de contenu assez étoffé, d'avoir assez de déclinaisons courtes de nos vidéos pour pouvoir se lancer. Et ce qui nous a aussi beaucoup aidé, c'est qu'en fait, on est rentré en contact avec TikTok directement. TikTok France, qui cherchait en fait à amener certains publishers sur la plateforme. Je pense que leur enjeu, c'était aussi de montrer que TikTok, c'était pas que des jeunes dans leur chambre qui font des danses, etc. Enfin, je caricature, je suis désolée, mais ils avaient envie d'apporter aussi du contenu avec plus de valeur ajoutée. Et on a fait partie des comptes qui sont allés chercher parce qu'ils se disaient, ça va aussi, nous, en tant que plateforme, nous crédibiliser, je pense, sur le marché aussi, de montrer qu'on est capable d'attirer Le Monde, Le Parisien, puis à moindre échelle, Welcome aussi sur la partie du travail. Et tu sais que tu commences à peser quand les plateformes, c'est elles-mêmes qui t'appellent en disant « Pourquoi t'es pas chez moi ? Ça serait bien que tu fasses du contenu chez moi. » Grave, on était assez contents en vrai, ça nous a fait trop plaisir. Donc on s'est dit, ouais, quand même. Donc ils vous ont mis le pied à l'étrier. Ouais. Est-ce qu'ils vous ont tuyauté aussi sur quelle langue vous pourriez travailler, comment vous travaillez votre contenu, ou alors non, pas du tout. Franchement, ils nous ont juste dit, nous on aimerait bien que vous y soyez, et ils nous ont rendu le service de certifier notre compte. Je ne trouvais plus mes mots, ce qui nous a permis de gagner en autorité sur la plateforme. En revanche, ils nous ont pas du tout dit, sur vos contenus, mettez celui-ci, mettez celui-là. C'était vraiment, nous, on pense que vous avez votre place sur la plateforme. On est assez convaincus que ça peut marcher. Nous, on a dit ça tombe bien, nous aussi, et maintenant, on pense qu'on est prêt au niveau de la vidéo à le faire. Et effectivement, ça a pris, je pense, moins d'un mois avant qu'on voit nos premiers cartons sur TikTok, quoi, avec des vidéos qui faisaient 200 000, 300 000 vues, alors qu'à l'époque, on avait moins de 10 000 abonnés, quoi. Et donc, ça a suivi cette courbe exponentielle, et depuis, ça fait partie complètement intégrée à notre écosystème. Ouais, et là aussi, dans les bonnes surprises, vous avez à partie pris, je trouve, là aussi, très quali sur TikTok, et c'est presque surprenant, hein. On entend dire souvent que sur TikTok faut jouer un peu le brut, Instagram tu peux faire joli, mais sur TikTok faut un petit peu faut que ça soit un tout petit peu cracra pour que ça marche vraiment, que faut respecter les codes de la plateforme, c'est ce qu'on entend souvent. C'est quoi ton retour de ce côté-là ?
Bah en fait, nous je pense qu'on est une des exceptions peut-être à cette règle, mais en tout cas, on a réutilisé les contenus qu'on diffusait déjà sur Insta, sur Facebook, sur LinkedIn, dans des contenus effectivement assez quali, pas du tout dans l'ADN de la plateforme. Ouais, léché, Mais en fait, à ouais, faire en studio. mais je pense que les sujets parlent tellement à plein de gens que en fait, si tu combines la qualité du contenu, et on a aussi quand même une équipe qui sait ce qu'elle fait sur la partie, tu vois, expertise vidéo, social media, et qui est notamment très forte dans le fait de travailler des accroches, les fameux hooks qui sont hyper importants sur TikTok. Bah, en fait, c'est pas parce que ton contenu il est tourné en studio qu'il ne peut pas marcher sur TikTok. Une de nos vidéos les plus vues sur TikTok qui fait quasiment 2 millions de vues, bah, c'est quelqu'un qui parle de comportement toxique de manager et qui donne des conseils à la base aux managers. Mais on s'est dit, viens, on le diffuse. C'est un expert du lab, Ludovic Giraudon, qui est vraiment spécialisé dans le conseil en management. Et on s'est dit, la vidéo, elle cartonne parce que les gens, ils réagissent à ça parce que ça leur rappelle un ancien manager, leur manager actuel, ou c'est justement ce qu'ils aimeraient pouvoir dire à leur manager, et ça a cartonné, quoi. Ouais. Donc, c'est pas incompatible. Et quand vous réfléchissez à vos formats vidéo, est-ce que vous avez commencé à développer des réflexes avec une plateforme de départ? C'est-à-dire, on a compris, hein, Instagram, TikTok, potentiellement YouTube Shorts, ce sont les mêmes contenus que vous cross-postez. Est-ce que vous avez un point de départ? C'est-à-dire, vos équipes vidéo, elles se disent, notre point de on se matrix et on va penser TikTok sur ce contenu, et après, on va le décliner sur les autres plateformes, ça marchera. On le fait pas de manière systématique, je dirais qu'on commence un petit peu à le faire, où effectivement parfois en conférence de rédac vidéo on va avoir une idée, on va se dire ah non ça par contre c'est plus pour TikTok, et on va peut-être le déprioriser parce qu'on a quand même plutôt envie de se concentrer sur une visibilité on va dire maximisée. En revanche on le fait pour YouTube. Où on a des prods qui sont pensés d'abord et avant tout pour YouTube, typiquement le format l'entretien d'embauche, qui est un format qui cartonne sur tous les réseaux mais qui est pensé à la base pour YouTube, qui est une interview d'une célébrité dans un contexte de promotion d'un film ou autre. La vidéo va durer entre 25 et jusqu'à 40 minutes, on a un épisode qui fait 40 minutes sur YouTube, et on va monter ça en version de 5-6 minutes pour les autres réseaux sociaux, mais le format de base, il est avant tout pour YouTube. Si vous voulez voir un bon exemple de redécoupage comme ça de format long, justement ça je trouve c'est un très bon exemple parce que le redécoupage qui est fait en 9/16 il est vraiment propre, et quand vous tombez, que ce soit le choix des plans qui ont été faits, quand vous tombez sur le format en format 9/16 sur Instagram ou sur TikTok, vous n'avez pas l'impression que ça vient d'une vidéo 16/9. Donc ça vaut, jetez un petit coup d'œil si vous posez des questions en disant faut que je choisisse entre du YouTube et... Non, pas forcément. Non, on peut vraiment faire les deux, et je pense que c'est aussi un bon exemple de comment les personnes collaborent au sein de notre équipe, puisqu'on a d'un côté Tristan, le journaliste YouTube, qui s'occupe du format YouTube, du format long, donc qui va faire les coupes là où il faut sur la captation, qui est là pour le tournage, et après on a l'équipe social media, donc Soline qui va arriver, qui prend le format long et qui dit moi je pense que sur une version de 5-6 minutes, il faut faire ça. Et je prends tel bout d'accroche là, exactement. Au début, et ensuite ça exactement. Et les accroches sont pas les mêmes. Le début va pas être le même sur YouTube que sur Facebook. On va pas forcément mettre l'accent sur la même chose. Un des très bons exemples qu'on peut donner, c'est l'entretien d'embauche d'Artus, qu'on a fait avant la sortie de son film. Donc le carton du film, ça a fait que la vidéo a cartonné. Mais en fait, on a fait un truc, l'accroche sur YouTube n'est pas du tout la même que sur les réseaux. Sur les réseaux, on a mis une accroche en lien avec son interview chez Léa Salamé, qui avait beaucoup buzzé autour de l'alcool, quand on lui avait dit qu'il était chiant parce qu'il avait arrêté l'alcool. Et en fait, il se trouvait qu'il en parlait dans notre entretien d'embauche. Du coup on l'a mis en accroche pour les réseaux sociaux, donc pour Facebook, pour LinkedIn, Instagram, et ça a cartonné en fait, et c'est pas du tout l'accroche qu'on a sur YouTube, où le format a aussi cartonné. Exactement, en se disant cette vidéo là d'Artus, elle tourne beaucoup, cette interview, tout le monde réagit autour de ça en disant qu'il a trop raison, on va isoler ce propos là, on va le mettre en accroche de notre version plus courte, et on va la diffuser comme ça sur les réseaux. Je me suis posé la question de votre stratégie YouTube. Je me suis dit, mais avec tout ce qu'ils produisent ailleurs, pourquoi ils s'embêtent à faire du YouTube, à aller se rajouter ce fardeau-là? Aujourd'hui, vous avez 40 000 abonnés sur YouTube, je dis une bêtise ? Ouais, 47 000. Ouais, c'est ça. Est-ce que un des points de départ, c'est de se dire, en fait, ces contenus-là, pour nous, c'est du réservoir de séquences pour nos réseaux sociaux. Donc, c'est pas juste on spend un budget pour investir YouTube. En même temps qu'on tente réellement notre chance sur YouTube avec des vrais formats, on crée aussi une base de contenu qu'on va pouvoir réutiliser ailleurs.
L'attrait pour nous sur YouTube, ça a été clairement la durée de vie des vidéos et aussi le fait que ce soit une des plateformes les plus utilisées dans le monde. En fait, c'est un peu le même raisonnement que quand on a voulu se lancer sur TikTok. On se dit, mais il y a tellement de gens qui utilisent la plateforme, c'est quand même dommage de ne pas aller les adresser parce que ces gens, ils n'ont pas les mêmes habitudes de consommation que sur un Facebook, que sur un LinkedIn. Oui, mais tu vois, vous intéressant. Vous faites pas du tuto sur YouTube, vous faites vraiment du divertissement. Ouais, on fait des contenus qui sont dans la ligne de ce qu'on fait sur les autres réseaux, mais qu'on essaye d'adapter aux spécificités de la plateforme. Tu vois, on a réadapté un format qu'on avait lancé pour nos réseaux qui s'appelait Psychoboulot avec Albert Moukébert, qu'on avait commencé à tourner il y a 3 ans, je crois. Donc, on faisait pour Facebook, LinkedIn & Co. Et on a lancé une deuxième saison pour YouTube. Le setup est différent. On intègre du motion design, un peu de fond musical. On a mis notre expert Albert Moukébert dans un autre setup que celui qui était le nôtre, c'est-à-dire studio avec fond couleur. Là, on le met dans un décor, on va dire, avec une table, chaise, enfin, tu vois, un peu plus dans les codes de YouTube. Et on fait une version qui est beaucoup plus longue que celle qui sortait sur les réseaux. Welcome, ils ont décidé de faire l'impasse sur aucune plateforme. Ils seront sur toutes, quoi qu'il advienne. C'est ça, tu vois ce que je voulais dire, c'est que vous auriez pu faire l'impasse sur YouTube. Se dire, en fait, on a notre site web. On a les plateformes historiques très B2B ou en tout cas comme LinkedIn. On a les relais, les plateformes un peu datées comme Facebook et X qui relaient vers le site web. Et puis on a tous ces new médias. On a Instagram, on a TikTok. Allez, on fait du shorts parce que ça coûte pas cher. Et non, ils vont aussi sur YouTube. Est-ce que vous avez d'autres pistes là ? Il y a d'autres plateformes là où vous mettez des billes, Snapchat peut-être, non ? Non, tu vois. Non, en fait, c'est quand même assez réfléchi. C'est pas juste on se lance pour se lancer. C'est parce qu'on voit un intérêt aussi pour Welcome. L'intérêt pour TikTok, c'était clairement d'aller toucher une audience plus jeune, 18-24, voire même un peu plus jeune, qu'on n'arrive pas à toucher sur nos autres réseaux avec nos contenus. Et aujourd'hui, TikTok, c'est là où on a la plus grosse part de 18-24 dans nos abonnés et dans les gens qui interagissent et qui regardent nos contenus. Donc ça a été hyper intéressant et pertinent de se lancer là-dessus. YouTube, c'était de se dire aussi que ça permettait à nos contenus vidéo de vivre beaucoup plus longtemps et des contenus qui sont pertinents pour les gens plutôt en recherche d'emploi. Donc on est sur un channel plutôt B2C. On va éviter de poster nos contenus B2B parce qu'en fait, on veut que dans un processus de recherche d'emploi, quelqu'un qui cherche, conseil, refaire son CV, etc., puisse aller sur notre chaîne YouTube, du coup, trouver nos contenus et faire connaissance avec d'abord la marque Welcome et ensuite les solutions qu'on va lui proposer, donc le job board notamment. Ouais, compris. J'imagine aussi que derrière ce média omniprésent et omnipotent, il y a aussi un enjeu qui est lié au positionnement de marque. Parce qu'en organisant cette prise de parole différente, très fraîche, avec une tonalité un poil, comment je pourrais dire, un poil cabotine par endroit. J'aime bien. Welcome to Jungle, vous avez réussi à vous imposer au milieu de géants qui, eux, ont une identité beaucoup plus corporate. Indeed, ouais. LinkedIn, etc. Comment vous travaillez votre positionnement avec ces contenus ? Est-ce que c'est à ça que ça sert aussi ? Est-ce que c'est au-delà de travailler la visibilité, le top of mind de la marque ? Est-ce qu'il y a un sujet de dire de positionner la marque par rapport aux autres acteurs, job board, qui sont sur le même métier que vous, hein ? Ah bah ouais, complètement. Alors en fait, quand on a lancé la partie média, je sais pas si on a été jusque-là dans la réflexion, parce que c'est vrai on a aussi ce truc, cet ADN un peu parfois, tu vois, de lancer les choses et puis de les intellectualiser après. Mais en fait, on se rend compte... rétro engineering. Ouais. Exactement. Mais en fait, on se rend compte aujourd'hui que le média, c'est un énorme asset pour Welcome, notamment parce que ça permet de nous donner une voix singulière, tu l'as dit, face à nos concurrents, qui parfois vont proposer du contenu, mais qu'ils ne le feront pas avec notre ton. Ce qui fait qu'en fait, notre ton, il va créer de la préférence de marque chez certains. Peut-être que d'autres ne nous aiment pas en raison du ton qu'on adopte. Mais dans ce cas-là, du coup, c'est qu'ils ne sont pas voués à utiliser nos solutions et qu'on ne leur correspond pas. Mais en tout cas, ouais, ça nous aide à nous différencier dans la jungle des RH. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez une stratégie de prise de parole qui est très mainstream, on en a parlé tout à l'heure, donc très ouverte dans sa tactique, on va dire. Mais cette tonalité, elle vous permet malgré tout de resserrer cet entonnoir. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit,
toutes les boîtes ne vont pas forcément mordre aux tonalités de Welcome to the Jungle ou aussi la manière dont elles traitent certains angles ou le fait qu'ouvertement elles prennent des positions sur des sujets, etc. Donc finalement, il y a quand même un entonnoir quelque part. Il y a une segmentation finalement. Mais après, je pense que comme on est arrivé aussi avec un ton qui avait jamais été lu ou vu, tu vois, sur les questions du travail, en fait, assez vite, les gens se sont dit, en vrai, c'est super cool ce que vous faites et c'est cool la façon dont vous le faites. On n'est peut-être pas toujours d'accord avec vos sujets, mais c'est rafraîchissant de voir qu'on peut apporter cette touche-là, on va dire pas chiante ou trop corpo, sur le travail en fait. Ça a changé, ça a changé le monde du travail. C'est vrai ce que tu dis. Bah ouais. Donc ce travail autour de la tonalité de marque, est-ce que c'est très contemporain, c'est très inclusif, je disais peut-être un peu impertinent par endroit quand tu nous parlais de tout à l'heure d'une drag queen qui vient parler, faire un entretien d'embauche. Voilà, on sent il y a une recherche autour d'une tonalité impertinente. Quels outils est-ce que vous avez mis en place à l'échelle de la boîte, au niveau éditorial, pour vous garantir une tonalité de marque qui reste cohérente, constante ? Est-ce que vous avez des don'ts, des choses où vous dites là on peut pas aller là-dessus, on n'ira pas, là il faut qu'on aille plus là-dessus, comment ça marche ? Je crois pas qu'on ait de guidelines édito, on va dire formalisées, parce qu'en fait la particularité de notre équipe éditoriale et du média, c'est que c'est des profils qui sont là depuis très longtemps dans la boîte. Donc on va fêter nos 10 ans l'année prochaine et tu as quand même beaucoup de nos journalistes ou même des membres de l'équipe édito qui sont là depuis 5, 6, 7 ans, voire plus. Donc en fait ils sont un peu les garants, on va dire, de ce ton et en fait c'est quelque chose qui se transmet et qui vit, enfin presque on respire un peu cet ADN sans trop se poser de questions. Après on est aussi structuré, on a une responsable éditoriale, Marie, qui tu vois en cas de doute ou de questionnement autour d'un sujet et de l'angle va pouvoir intervenir et formaliser un petit peu aussi l'aspect guidelines éditoriales, les do's, les don'ts et enfin voilà, après on n'a pas spécialement d'outils pour ce faire, c'est plus de la transmission. Mais il y a quelqu'un qui a le last cut, on va dire. Ouais, exactement. Jamais il y a un sujet. Complètement. Okay. Bon, Welcome to the Jungle sur LinkedIn. Là, par contre, c'est vraiment un cas d'école. 913 000 abonnés. Franchement, j'ai pas vu beaucoup de comptes médias qui avaient autant. Et puis alors, je vais faire instant auto-promo. On est le 2e média le plus suivi sur LinkedIn en France. C'est faramineux. 913 000 abonnés. Quand je suis allé voir le compteur, j'avais pas réalisé la puissance. C'est vraiment beaucoup, presque 1 million. Ouais. Bravo. Merci. Et là, voilà, je suis vraiment impressionné. Première lecture, premier scroll sur le volume de publication. J'avais cru comprendre 6 fois par jour, tu me dis plus. C'est combien ? Vous publiez à quelle fréquence sur LinkedIn ? On est entre 8 et 10 contenus par jour. Entre 8 et 10 faciles, si j'inclus tout. Articles, visuels, images, et on utilise aussi les fonctionnalités un peu natives de LinkedIn. Donc on poste des carousels, on poste des sondages. Donc en moyenne, je pense qu'on est à 9 à 10 contenus par jour. Facile. Et là, moi, votre stratégie LinkedIn, elle me travaille. Il y a des trucs que je comprends pas et j'aimerais bien que tu m'expliques. Déjà, ce volume de publication-là m'étonne. Et je me demande dans quelle mesure vos contenus ils se cannibalisent pas entre eux. Parce que quand je publie 8 à 10 fois par jour, est-ce que je laisse assez de place à l'algorithme pour que mes contenus sortent ? Est-ce que tu peux m'expliquer ? On a essayé d'avoir l'approche la plus scientifique possible sur le sujet et on est parti, moi quand je suis arrivée, il y a 3 ans et demi, on postait 5 fois par jour à peu près sur la plateforme et on a voulu tester parce qu'en fait on se rendait compte qu'en augmentant le rythme de publication, on avait d'autant plus de trafic et de visibilité sur nos contenus et on se rendait compte qu'il n'y avait pas justement cette cannibalisation des contenus qui était, c'était une de nos grandes craintes en vrai sur le sujet. Et en fait, on est arrivé à la conclusion que 8 contenus articles par jour, en fait, ça nous permettait d'avoir des statistiques tout à fait intéressantes, que en fait, t'augmentais chaque fois en postant plus d'un article, tu augmentais d'autant ton trafic. Et après, au-delà de 8, on s'est rendu compte que ça faisait plus trop de différence. Et on a essayé d'ajouter à ce mix de contenu des visuels pour essayer de voir aussi si ça permettait à certains articles de vivre plus longtemps, de faire des sondages, d'en rajouter de temps en temps. Et en fait, on n'a pas cette problématique de cannibalisation. Et ça nous a un peu sauvé la mise, je dirais, au moment où l'algorithme de LinkedIn a commencé à être moins sympa avec les publishers et les liens. Puisqu'en fait, là, depuis, on va dire, depuis avril,
On a quand même des résultats qui sont moins intéressants sur la partie lien, mais parce que l'algo, je sais pas si vous avez fait gaffe dans votre feed LinkedIn, maintenant ça a complètement changé le look des contenus articles et on a fait un peu l'expérience. C'est tout petit. C'est tout petit. Bien Donc sûr. du coup, c'était là qu'on était bien content d'avoir un volume de posts qui soit suffisant parce que ça nous a permis de limiter un peu la casse en fait quand la plateforme a changé un peu son fusil d'épaule. Et donc, moi, je me pose plein de questions à cet endroit-là. Est-ce que tu penses que le fait de publier autant, vous puissiez le faire parce que vous avez une base d'audience aussi grosse? Est-ce que tu penses que, on le sait, l'algorithme de LinkedIn, il échantillonne qui distribue ton contenu à une partie de tes audiences, et peut-être pas la même à chaque fois. Et du coup, le fait de publier beaucoup, finalement, si tu as une énorme base d'audience, peut-être que tu arrives à pas que tes contenus qui se cannibalisent pas entre eux. Ouais, Est-ce que complètement. tu penses que Et ça puis ce qui nous aide aussi beaucoup, c'est que sur la plateforme, on gagne entre 10 000 et 20 000 abonnés par mois. Donc c'est autant de personnes qui ont jamais potentiellement vu nos anciennes republications, ce qui fait qu'on peut avoir ce rythme. Effectivement, si tu as une page qui a 10 000 abonnés, tu peux pas, je pense, avoir ce rythme de contenu. Donc on a l'audience et on a aussi la volumétrie de contenu qui nous permet quand même de beaucoup espacer un article. En fait, moi avec l'équipe, tu vois, on a parfois l'impression de voir tout le temps les mêmes articles, mais en vrai, moi je me mets à la place d'un utilisateur lambda qui va pas forcément se connecter à LinkedIn tous les jours, qui va pas avoir nos contenus tout le temps. Il se rend pas forcément compte que notre contenu, ça fait plusieurs fois qu'on le poste. Effectivement, il y a cet échantillonnage sur l'algo et les nouvelles personnes qui nous rejoignent chaque mois, quoi. Ok. Sur LinkedIn, là, vous avez opté vraiment pour une stratégie qui est très tournée vers le site internet. Ouais. Donc beaucoup de contenu qui renvoie vers le site internet. C'est un gros pourvoyeur de trafic web aujourd'hui, LinkedIn, pour vous? Alors, c'est marrant parce que pendant longtemps, LinkedIn, ça a toujours été notre audience numéro 1 en termes de taille devant Facebook, de par, je pense, le matching entre les attentes de l'audience et nous, le fait qu'on parle de travail. Typiquement, sur un réseau professionnel, ça marche très, très bien. Et tu vois, même si on avait passé un moment 3 fois plus d'abonnés sur LinkedIn que sur Facebook, on faisait 3 à 4 fois plus de trafic issu de Facebook en organique que sur LinkedIn parce que jusqu'à il y a 2 ans, l'algorithme de Facebook il favorisait énormément la viralité organique. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Et en fait, LinkedIn est devenu notre première source de trafic organique devant Facebook. Après, on fait un peu de sponsorisation Facebook pour générer du trafic sur nos articles. Mais là, aujourd'hui, LinkedIn, c'est notre premier pourvoyeur de trafic. Et là, je me suis dit vraiment sur ces stratégies de liens sortants, je dis, il faut que je l'ai sous les yeux. Faut qu'elle m'explique ça. Parce qu'on le sait, l'algo, il est extrêmement sévère. Il est devenu extrêmement sévère. Ouais. Avant même qu'il change la taille de ces vignettes de liens sortants et qu'elles étaient plus grandes à l'écran, l'algo était déjà très sévère avec ces contenus-là, que ce soit en perso ou sur des comptes pro sur LinkedIn. C'est-à-dire, si tu me mets un lien sortant, une URL sortante, je vais moins distribuer ton contenu. Je veux te garder chez moi. C'est ce que se dit LinkedIn. Et je suis étonné de savoir comment vous faites pour maintenir des portées organiques. Je vais même te le dire autrement. Je comprends, tu m'as un peu répondu. Tu m'as dit, en fait, on maintient notre portée organique en multipliant et en rapportant davantage de contenu. Donc, on va aller piocher dans plein d'échantillonnages, on va mettre plein de contenu. Est-ce que vous avez imaginé une stratégie qui serait celle de vraiment jouer la carte d'un contenu natif dans LinkedIn? Est-ce que tu vois, de faire ce que vous avez fait en natif sur Instagram, sur TikTok, mais d'aller le travailler au cœur de LinkedIn? On le fait un petit peu, mais je pense qu'on va le faire de plus en plus parce qu'effectivement, la plateforme est de moins en moins sympa avec les liens sortants. Nous, je pense qu'on s'en sortait bien parce que, en fait, nos contenus liens, ils font réagir, si tu veux. On n'est pas sur de la com corporate habituelle. Et en fait, les gens vont quand même assez souvent sur les réseaux certes cliquer pour aller lire notre article, mais on a quand même énormément de commentaires et d'interactions aussi autour de nos contenus. Et ça, je pense que c'est ce qui fait que ça vous maintient. Ouais, exactement, que ça nous maintient parce qu'en fait, l'algo détecte malgré tout que notre contenu, il fait pas juste sortir les gens de la plateforme, il les amène à réagir. Il y a de la discussion en commentaire, il y a de la discussion quali en plus. C'est pas juste des gens qui taguent, tu vois, d'autres gens pour qu'ils viennent lire. Il y a vraiment de la discussion et du débat. Et après, ce qui nous aide aussi, et je pense qui permet qu'on reste un peu dans les faveurs de l'algo, c'est qu'on ne fait pas que ça. Donc on a quand même le contenu vidéo et là LinkedIn en plus fait un gros switch, j'ai l'impression, sur la vidéo. Ils ont lancé leur onglet vidéo sur la version mobile. On fait de plus en plus de vues de vidéos nous sur LinkedIn, que ce soit au niveau de la vidéo ou au global d'ailleurs, sans forcément avoir augmenté le rythme d'ailleurs. Donc hyper intéressant. Et on utilise aussi les fonctionnalités natives de la plateforme. Donc on a une newsletter, on fait des sondages, on utilise les carousels.
on fait des tags, etc. Balancer un peu, tu dirais, le scoring global de votre compte. Ouais, parce qu'on n'est pas que sur du sortant, et on a la chance aussi d'avoir ces contenus hyper quali qui font que les gens, sur un réseau social professionnel, ils ont envie de discuter le contenu de nos articles en fait. Et comme on parle de LinkedIn, là tu parlais de la newsletter. Mais effectivement, là pareil, j'ai pris une claque. C'est pas une newsletter, c'est un banger. 150 000 abonnés à cette newsletter sur Welcome to the Jungle sur LinkedIn. Si je dis pas de bêtises, on est à 300 000 aujourd'hui. C'est énorme. En fait, on en a deux. On en a lancé une. C'est peut-être celle-là que tu as vu, responsable. C'est ça, responsable. Ouais. Ça, c'est un one-shot de communication autour du documentaire qu'on a produit. D'accord. Et qui va sortir sur Ushuaïa Télé, qui sera diffusé en prime time sur Ushuaïa Télé le 21 septembre. Petit instant promo. Et on a voulu le promouvoir sur les réseaux sociaux, notamment grâce à une newsletter LinkedIn dans laquelle un des deux réalisateurs, Tristan, raconte les coulisses du projet. Ah d'accord, mea culpa. Donc non, côté, vous avez Et on a une deuxième newsletter qu'on a lancée depuis 1 an et demi avec une autre Mélissa qui s'occupe du lab chez nous. Et en fait, le pari qu'on a fait, c'était, on a vu cette fonctionnalité de LinkedIn, les newsletters, sortir comme ça. On a surveillé un petit peu. Moi, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de potentiel, que c'était hyper intéressant et que la plateforme allait quand même pas mal favoriser, tu vois, le contenu. Et quand ça a été accessible sur les pages, on s'était dit, mais est-ce que ça peut pas être un nouveau canal pour faire vivre le lab ? Parce que le lab, c'est pas toujours évident pour tout le monde de quoi il s'agit, cette communauté d'experts. Et on s'est dit, tiens, en fait, chaque mois, on va sortir une newsletter dans laquelle on va mettre un peu le meilleur des contributions de nos experts, qui en plus souvent sont des profils qui sont actifs sur la plateforme, et on va les mettre dans cet écrin qui sera diffusé aux gens qui veulent bien nous suivre sur LinkedIn. Et en fait, énorme carton parce que la fonctionnalité pour ça, elle est top. C'est-à-dire que la première newsletter que tu lances, la première édition, elle est envoyée à l'intégralité de tes abonnés. C'est un peu le cheat code de LinkedIn. Incroyable. Ce qui fait qu'au bout d'une édition, on avait déjà 100 000 abonnés. Waouh, ça c'est fou. Donc là, c'est un canal que vous travaillez durablement. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, donc tous les mois, on a Mélissa chez nous qui rédige la newsletter, avec des sections dédiées. Donc effectivement, on reprend du contenu qui provient du site, on renvoie sur les contenus du site, mais ils sont éditorialisés. Tu as 2 articles qui sont à la une, dont on met des extraits qu'on réécrit un petit peu comme dans une newsletter classique. On va avoir après des extraits d'autres articles et un condensé des actus de nos experts qu'on va venir taguer dans la newsletter. Là, aujourd'hui, on a plus de 300 000 abonnés. Et en plus, on a un taux d'ouverture qui est vraiment très intéressant. Alors, on n'a pas des masses de données, c'est un peu le problème avec LinkedIn, mais on est à 50% de taux d'ouverture, ce qui rivalise avec nos autres newsletters. Alors, toute proportion gardée sur la comparaison, parce qu'on n'est pas du tout sur la même chose, mais c'est quand même hyper intéressant. C'est incroyable. Et aujourd'hui, je connais peu cet outil. Ouais. On est d'accord, je ne peux pas faire d'extract de ces abonnés. Je peux pas, parce que vous auriez, évidemment, pour vous, ça aurait été du pain béni pour les recibler ailleurs dans votre... Carrément. Mais après, c'est une fonctionnalité que LinkedIn est en train de développer. Donc là, déjà, on commence à avoir un peu plus de données sur qui sont nos abonnés. Tu vois, donc on peut voir si c'est un peu le truc de LinkedIn. Tu peux voir dans quel secteur ils travaillent, quelles sont leurs fonctions. Ça reste quand même très intéressant de pouvoir qualifier un peu ton audience. Et maintenant, ils lancent un produit d'ads où tu peux sponsoriser ta newsletter pour générer un peu du lead. Alors, je sais pas comment ça marche, du coup, je m'arrêterai là. Mais je crois que eux, ils ont la volonté aussi de développer un peu le produit. On n'utilise pas, mais ça existe en tout cas. J'aimerais maintenant qu'on parle de l'offre, de la place de l'offre Welcome to the Jungle dans votre stratégie de prise de parole. Parce Vrai que sujet. On l'a dit en intro, Welcome to the Jungle, avant d'être un média, c'est un business. Ouais. Et c'est ce business qui finance le média. Exactement. Vous êtes donc une entreprise qui vend des prestations et qui a un média. C'est important de le dire dans cet complètement. ordre. Comment on fait pour pas dézonner ? Comment on fait pour que le cœur de métier il reste lisible ? C'est un vrai point qui nous occupe depuis très longtemps. Alors, il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire, puisqu'il y a des aspects qui sont, tu vois, plutôt produits sur l'aspect de la plateforme et que les gens comprennent bien quand ils sont sur un de nos articles, qui sont dans l'écosystème Welcome et que du coup, quand ils postulent, ils peuvent aussi avoir des conseils sur nos articles, etc. Donc ça, c'est des choses qui évoluent constamment sur lesquelles on n'a pas la main. Nous, en revanche, ce qu'on essaye de faire aux médias, c'est de profiter justement de cette audience et de cette visibilité qu'on a pour dire aux gens qu'on a des solutions et qu'on a donc des solutions pour les professionnels et qu'on a un job board pour les candidats.
Donc on a trouvé aujourd'hui principalement deux canaux, on va avoir, même 3 d'ailleurs, on va avoir d'abord ce qu'on appelle nous les call to action qu'on met à la fin de nos vidéos. Donc maintenant sur 100% de nos vidéos, si tu vas jusqu'au bout, elle se termine par un call to action qui dit, en fonction de la cible, si c'est une vidéo B2C qui dit vous cherchez un job, en gros, retrouvez-le sur Welcome to the Jungle, et si c'est B2B, vous voulez valoriser l'image de votre entreprise, il y a des solutions chez Welcome to the Jungle. Donc on est d'accord, c'est un call to action visuel, non traquable. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Non traquable. On a quand même essayé de faire un peu de trafic dans les commentaires, mais ça marchait pas trop. Donc en plus, on avait l'impression que ça pénalise un petit peu nos contenus des commentaires avec du lien externe, donc on a arrêté de le faire. En revanche, ce qu'on fait, nous, c'est que sur ces vidéos-là, on regarde le taux de complétion de la vidéo pour estimer le nombre de personnes qui ont vu le call to action. Et après, on a aussi des call to action dans nos articles directement. Donc, au bout de X% de scroll sur certains de nos articles, tu vas avoir un lien pour soit aller sur nos solutions si tu es un RH, soit sur notre job board. Et après, on a dans la newsletter... Dans la newsletter, on a un encart à la fin de la newsletter sur les entreprises qui recrutent actuellement et les offres d'emploi pour essayer de faire le lien. Et en fait, tout ça, on le mesure avec une enquête qu'on suit tous les 6 mois, si je ne dis pas de bêtises. On fait une enquête auprès de notre lectorat pour savoir combien de nos lecteurs savent qu'on fournit des solutions ou qu'on a un job board. Et à partir de là, en fait, en fonction des réponses, on essaye de réfléchir à ce qu'on peut mettre en place. Ouais. Et pas toujours évident, en vrai. Ouais, pareil, je suis étonné là, par votre côté très déterminé à pas très pur, en fait, à ne pas abîmer ce média. Ouais. On le voit bien que vous êtes précis là-dessus. Vous essayez de faire attention à... on veut pas casser la confiance un peu, tu vois, entre guillemets, ce lien qu'on a tissé avec notre audience. C'est pour ça que c'est délicat. C'est que si d'un coup t'arrives et que tu mets des messages promotionnels de partout, tu vas casser un petit peu ce lien de confiance implicite qui existe avec notre audience. Donc c'est pour ça qu'on réfléchit un peu à ces solutions-là. Je reviens sur l'histoire de l'entonnoir. Donc c'est vrai que tu as le top of funnel où vous avez le gros de vos contenus très divertissants, etc. Mais c'est vrai que et donc les formats qui vont avec, le format Reel très ouvert, très viral, etc. Mais il y a plus on avance dans l'entonnoir, plus effectivement vous avez envie d'aller vendre. Donc là aujourd'hui votre stratégie elle est call to action. Est-ce que vous êtes posé la question de travailler d'autres formats et peut-être le format story qui là s'adresse qu'à des gens qui sont vos abonnés, donc qui sont déjà bien au fond de mon funnel, voilà, et utiliser mes stories avec un angle plus agressif, on va dire, vers vos solutions. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez bossé et quels sont les résultats que vous avez pu avoir ? On y a déjà réfléchi en faisant notamment, on a lancé un truc sur LinkedIn qui était le top des entreprises qui recrutent sur Welcome, qu'on a fait 3 années de suite, qui marchait assez bien. Justement, on voulait capitaliser sur notre audience énorme sur LinkedIn et en profiter pour valoriser un petit peu nos clients. Et donc, ça consistait en travailler avec la data pour savoir quelles étaient les entreprises qui avaient le plus d'offres d'emploi dans plein de catégories différentes. Et on en faisait des articles sur LinkedIn avec le classement. Et donc, on travaillait aussi avec les account managers pour faire le lien avec les clients et donner un peu de résonance à tout ça. Là, plus récemment, on a créé des contenus TikTok natifs pour parler un petit peu de notre plateforme avec le ton un peu média. On en a fait 2, tu vois, c'est hyper récent. Et ils sont bien réceptionnés, ces contenus ? Ça marche un peu moins... Pardon, ça marche un peu moins bien que nos contenus médias, forcément, mais c'est tout nouveau, tu vois. Je pense qu'il va nous falloir un peu de temps aussi pour trouver un peu les bonnes clés, le bon hook, etc. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on a envie de faire de plus en plus. L'aspect story, on y a réfléchi. Après, il y a aussi une question toute bête de ressources et de où tu mets les priorités. Clairement, nous, les stories, on les utilise très, très peu aujourd'hui, mais parce qu'en fait, on est sur plein d'autres sujets en même temps et que actuellement, c'est pas une priorité. Ça pourrait le devenir demain, tu vois. Et dans ce cas-là, moi, je suis assez convaincue, comme toi, que ça pourrait être un bon canal. Je sais pas, je dis n'importe quoi, d'avoir l'entreprise de la semaine qui recrute, les jobs de la semaine, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a des trucs à faire. On n'est pas fermé à ça. On s'est dit qu'aujourd'hui, le moyen le plus efficace de le faire, c'était
de profiter de la visibilité de nos contenus déjà pour faire un peu d'awareness sur nos solutions, et demain je pense, tu vois, de réfléchir un peu plus à comment on intègre justement. Après, si vous en plus avez les pas solutions, besoin, c'est super, hein. Les amis de chez Welcome, nous on est ravis pour vous. Je pense quand même qu'il y en a besoin, parce que en vrai il n'y a pas non plus 100% de porosité entre notre média et notre job board ou nos solutions, et il y a pas mal de gens qui nous lisent, qui ne savent pas qu'on est un job board ou qu'on fournit des solutions pour les RH, et vice versa. Il y a pas mal de gens qui vont sur notre job board et qui ne savent pas qu'on a un média. Donc on a le même problème, hein. Vous écoutez un podcast, nous sommes aussi une agence, voilà, je le précise. À la différence de nombreux médias en ligne, j'ai l'impression que vous, pareil, hein, principe de propreté et de pureté, là, vous ne monétisez pas vos contenus. Non. On aurait pu imaginer comme Combini, comme Brut, mais que vous ayez des séquences sponsorisées. Peut-être même, vous qui avez une énorme base de données là, d'entreprises, que vous commercialisez des formats, que vous disiez, tiens, le format YouTube entretien d'embauche, en fait, je vais faire un peu le tour de mes clients, je vais leur dire, tiens, vous qui veut mettre un billet de 10 000 là-dessus, etc. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de ne pas monétiser ? Parce que vous avez vu de la base d'audience. Oui. Complètement. Alors, on n'est pas 100% pur quand même. On a fait des essais sur le brand content. C'est assez récent. On a fait 2-3 collaborations que tu peux retrouver sur nos réseaux. On a travaillé avec Le Wagon notamment, plutôt sur la partie vidéo. On n'est pas fermé à ça. Juste aujourd'hui, on n'est pas structuré encore pour le faire. C'est sans doute un axe de développement pour nous. Tu vois, si un jour on veut aller chercher d'autres sources de revenus pour l'entreprise, clairement, à un moment, je pense que la question se posera. Et la question qui se posera, c'est comment est-ce qu'on le fait bien pour pas rompre le contrat de confiance avec notre audience, et comment on le fait, sur quelle typologie de format, est-ce qu'on dit oui à tout, ou est-ce qu'on est un peu sélectif. Je pense qu'il y a des questions qui vont se poser. Aujourd'hui, on a fonctionné plus à l'opportunité, avec des gens qui nous ont sollicité un peu en one shot, mais on n'a pas encore d'équipe dédiée à ça. C'est pas exclu que demain ce soit le cas, quoi, mais je pense qu'on réfléchira à le faire de la façon la plus naturelle possible, et pour pas dénaturer notre message, notre ton et nos contenus. À l'inverse, je comprends par contre que les reportages, les contenus vidéo que vous êtes amenés à produire, vous avez un business model qui est en train peut-être de se tester, qui est celui d'être producteur de contenu et de commercialiser la distribution de vos contenus. C'est ce que tu nous racontais avec ce documentaire donc qui va être diffusé sur quelle chaîne ? Sur Ushuaïa Télé le 21 septembre, et qui, après, si je ne dis pas de bêtises, est accessible sur TF1+ en replay. Mais ouais, ça c'était un gros projet qui a mis du temps à se lancer, mais on voulait faire, ça part d'une idée de quelqu'un qui voulait faire une série autour de Yvon Chouinard, le PDG de Patagonia. Ça s'est transformé de fil en aiguille en film autour de la responsabilité d'entreprise, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur, nous, chez Welcome. On trouvait que c'était une façon assez ambitieuse de le faire. Et là, donc il y aura cette diffusion sur Ushuaïa Télé, et on fait aussi des projections privées dans les entreprises, donc chez nos clients, avec l'intervention de notre réalisateur pour porter le message, tu vois, autour de cette question-là. Donc c'est vrai qu'on a une approche hyper premium du sujet. Le documentaire, en plus, il est canon. Vraiment, n'hésitez pas à aller le regarder si vous avez l'occasion. Il sera que sur Ushuaïa TV ou sera aussi chez vous ? Non, pas chez nous. Du coup, on le diffuse là, D'accord. externe. Donc nous, il y aura des extraits. On a commencé à en diffuser, on commence à teaser un peu avec la newsletter. Il y a eu une première vidéo teasing qui est sortie aussi, mais là ce sera pas du tout diffusé chez nous pour l'instant, en tout cas. Ok. Bon, tu as compris que j'ai passé un peu de temps à scroller vos ouais, comptes. J'ai vu. Voilà. Impressionnant. J'ai regardé aussi ce qui se passait dans les conversations de vos communautés. J'ai vu qu'il y avait des débats enflammés qui étaient très loin du costume cravate. Là, ça discutait de choses de la vraie vie. On le voit bien, il y a certains formats ou des sujets qui sont super engageants quand on parle du monde du travail. Et j'ai la sensation qu'aujourd'hui, cette dynamique autour de vos communautés, elle vous permet d'avoir beaucoup d'insights. Ce qu'on appelle des first party data. C'est des data qui viennent de la source. Ouais. Et peut-être que je suis machiavélique, mais peut-être que je me dis, tiens, à quel moment Welcome to the Jungle a accès à beaucoup d'insights qui sont à la fois quanti, parce que vous avez des grosses audiences, et aussi quali, sur le cœur des conversations, et il peut nourrir ses clients B2B avec des informations et leur dire, le monde du travail,
on le comprend bien, ça c'est vrai, mais en plus de ça, on peut vous l'expliquer. Est-ce que vous avez travaillé aujourd'hui à la communication de ce que vous comprenez, des insights que vous avez puisés de vos audiences social media? Je vais peut-être te décevoir, mais non, pas trop. On le fait pas trop. En fait, on regarde beaucoup tout ce qui est quanti, effectivement. On a accès à nos données d'audience classiques sur les réseaux sociaux. Mais en fait, tu l'auras compris quand je te parle de modération, etc. On fait beaucoup de choses à la mano. Et on n'a pas encore aujourd'hui les outils pour nous permettre d'analyser vraiment massivement ce que veulent nos audiences. On a des intuitions parfois sur les sujets, mais en fait, ces intuitions qui sont vérifiées ou pas par les commentaires et la façon dont sont réceptionnés nos contenus, on les partage surtout en fait à l'équipe qui crée les contenus et pas du tout à nos clients. Il y a pas, ce lien n'existe pas quoi. Et au marketing peut-être, est-ce que ces insights ils font évoluer votre offre? Non, pas encore. Non, parce que en fait, on n'a pas. Je pense qu'on n'a pas les outils. Tu vois, pour nourrir assez la réflexion. C'est vraiment pas quanti aujourd'hui. Sur ce que veut notre audience, on n'est pas sur du quanti pur. On a les chiffres d'audience, je le disais encore, on sait à peu près qui sont les gens qui nous suivent sur Facebook, sur X, etc., sur LinkedIn. Mais on va pas si loin que d'analyser vraiment le contenu de tous les commentaires. C'est plus nous des intuitions qu'on va avoir et on sait que effectivement il y a des sujets qui vont faire parler. On sait à peu près quelle sera la teneur des conversations. On sait où aura lieu la conversation, sur quelle plateforme en particulier. Mais c'est à peu près tout en fait. On n'est pas hyper développé sur ce sujet parce que je pense que ça a jamais été trop une priorité. Il y a encore des comme quoi, même quand on est Welcome to the Jungle, on a encore des territoires sur lesquels on peut bosser. Hein. Bah ouais. Mais c'est ce qui fait que c'est intéressant aussi, tu vois, et qu'en 3 ans et demi, j'ai encore plein de choses à continuer d'explorer, quoi. Écoute, Mélissa, ça fait un peu plus d'1h15 qu'on papote. C'est vrai. Ouais, moi, tu m'as raconté plein de trucs, tu nous as raconté plein de trucs, c'est super. C'est quoi les dernières grosses news là, Welcome, une news à retenir, donc il y a ce documentaire sur Ushuaïa Télé. On a le documentaire qui sort et qu'est-ce que je peux dire en grosse news j'ai pas trop d'exclus à partager. Donc, mais déjà, c'est bien. C'est bien, on prend décevant. ça. Et si on souhaite échanger avec toi, si on a des SMM, des CM qui se posent des questions ou qui veulent juste te dire coucou, j'ai écouté cet épisode, c'est vachement bien, où est-ce qu'on va parler à Mélissa Lambert? Sur LinkedIn. Ok. Ouais, assez classique. Sur LinkedIn, ça marche plutôt bien. N'hésitez pas à m'ajouter, à m'envoyer un message. J'y répondrai avec plaisir. J'ai beaucoup parlé de mon job, de ce qu'on fait. Je trouve qu'on a la chance chez Welcome de produire des contenus qui sont incroyables. Moi, c'est une grande fierté à titre perso de pouvoir contribuer à la visibilité de ces contenus-là. Donc, je suis trop contente de prendre un peu de mon temps pour en parler. Trop bien. Écoute, un énorme merci. Merci beaucoup. Merci pour ta dispo. Merci merci aussi à vous, aux équipes de Welcome de t'avoir libéré parce qu'on a compris qu'elle avait un bel emploi du temps, Mélissa. Bravo pour le taf. C'est sacrément solide. Très content de t'accueillir au Hall of Fame des SMM francophones. Tout l'honneur est pour moi. Franchement, encore une fois, très honorée d'avoir été invitée. Et gros big up, c'est à l'ancienne, mais grosse dédicace à toute l'équipe derrière les contenus. Ils font un taf de dingue. Et puis, mention spéciale à mon équipe, à moi, au social media. Je pense que on fait beaucoup de travail pour que tout ça soit vu par le plus grand nombre et voilà, je suis trop fière que le résultat ce soit ça aujourd'hui. En fait, j'estime que mon invitation aujourd'hui, c'est le fruit d'un vrai travail collectif depuis tout ce temps. Donc voilà. Bon bravo Mélissa, bravo la team. Vous écoutiez un épisode de podcast, ça s'appelle Le Super Daily. Le Super Daily, c'est tous les jours 9h, 9h30 en direct sur Twitch et puis évidemment dans toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas, vous prenez cet épisode, vous le partagez à un pote qui se pose des questions, qui hésite sur sa stratégie social media. Aujourd'hui, on a eu quand même une masterclass de Mélissa, donc c'était vraiment canon. Et puis un grand merci à vous et on vous donne rendez-vous dès demain. Salut tout le monde. Salut Mélissa, ciao.